Bonjour, je vais vous présenter le programme de psychomotricité qui fait partie du programme de l'école maternelle. Il est inséré dans le volume numéro 1 avec les visées transversales. Je m'appelle Frédérique Krings, j'ai été maître assistante pendant 20 ans à la Haute École de Léonard de Vinci dans la section école normale pour les instituteurs primaires et maternels. J'ai participé à la réalisation du programme de psychomotricité pour le CEGEC. La conception de ce document a également été supervisée par Madame Guylaine Motelet du CEGEC. Cette présentation s'adresse aux instituteurs et aux institutrices, aux maîtres et aux maîtresses en psychomotricité, aux puériculteurs et aux puéricultrices qui collaborent entre eux pour développer les savoirs et savoir-faire dans le domaine de la psychomotricité. Il est évident que le maître ou la maîtresse spéciale en psychomotricité dispose des plages horaires, de l'espace et du matériel qui conviennent mieux à l'exercice de la grande motricité, encore que les activités en extérieur soient tout à fait envisageables et de plus en plus préconisées dans l'enseignement maternel. L'instituteur ou l'institutrice sera peut-être plus enclin à se préoccuper des aspects liés à la motricité fine parce que le contexte de la classe pourra s'y prêter. Dans les activités de vie pratique, le graphisme, l'utilisation d'outils, l'approche sensorielle des figures, des sons, des grandeurs ou des lettres. Le ou la puéricultrice se préoccupera bien entendu de tout ce qui est lié à l'autonomie motrice. Le titulaire centralise les informations et les observations. L'observation des progrès ou des difficultés des élèves par rapport à l'ensemble des champs s'effectue en partenariat. Le titulaire centralisera ces informations dans le dossier de l'élève. C'est de sa responsabilité. Mais chacun aura quand même une part de responsabilité par rapport à l'ensemble des savoirs et savoir-faire à observer. Les derniers repères précis en psychomotricité datent du décret psychomotricité de 2003. Souvenez-vous, il était sorti une petite brochure « Vivre la psychomotricité à l'école maternelle » et ce décret avait envisagé 3 axes pour la psychomotricité, l'axe perceptivo-moteur, donc l'axe des habiletés motrices, l'axe relationnel et l'axe orienté vers les apprentissages scolaires, préparation aux apprentissages scolaires. Ce décret n'est plus en application. En effet, le nouveau référentiel des compétences initiales annule les injonctions du décret en matière d'objectifs et de contenu. Donc ça, c'est très clair. Dans ce programme, la psychomotricité de la relation est moins mise en avant que précédemment, même si elle apparaît dans certains éléments. Vous allez le voir plus tard. Par contre, ce nouveau programme en psychomotricité respecte les prescrits du référentiel. Il est plus fourni, plus précis, plus illustré et, nous l'espérons, plus facile à utiliser. Tout ce qui est stipulé dans le référentiel est présent dans le programme, mais l'organisation est un peu différente. Chaque savoir du référentiel a été mis en lien avec un ou des savoir-faire. Des ajouts en italique complètent les rubriques du référentiel. Voici un tableau comparatif de ce qui se trouve dans le référentiel et de ce qui se trouve dans le programme. Donc, dans le référentiel, on parle d'éducation physique, bien-être et santé, psychomotricité. Dans le programme de maternelle, on parle de psychomotricité. Quand on parle des enjeux et des objectifs généraux, on parle dans le programme d'introduction et de méthodologie. Les savoirs et les savoir-faire sont séparés, les attendus sont présentés par niveau. Dans le programme, les savoirs et les savoir-faire sont mis en relation directe. Il existe des repères pour chaque niveau et ces repères sont présentés pour tous les niveaux d'une rubrique. Certains savoir-faire ou savoirs sont illustrés par des éléments didactiques. Dans le champ des compétences et attendus, ils sont présentés par niveau en fin de domaine, alors que dans le programme, les compétences pour l'ensemble des niveaux sont illustrées par une activité de mise en lien en début de discipline. Dans la discipline psychomotricité, on trouve donc 4 champs. Seul le champ des habiletés perceptivo-motrices a des sous-rubriques qui sont au niveau 3 des titres.
Par exemple, effectuer, enchaîner des mouvements fondamentaux, enchaîner et coordonner les stratégies d'équilibre, organiser des actions en fonction des informations du corps. Dans ce programme, les savoirs et les savoir-faire sont disposés sur une même page. Les repères sont en progression de l'accueil M1 à M3. Par contre, dans le référentiel, les repères sont appelés attendus et ne sont pas précisés pour les accueils M1. Cela permet aux enseignants de situer un élève et de prévoir les activités adéquates. L'utilisation d'une flèche indique que les repères de M2 se construisent en accueil M1. Il y a une articulation entre les pages de gauche et les pages de droite. La page de gauche indique les savoirs et savoir-faire en lien avec la rubrique. La page de droite donne des exemples d'activités relatives à un seul savoir ou savoir-faire de la page de gauche. Cela facilite la création d'activités ou de séquences d'activités. Mais attention, tous les savoirs ou savoir-faire des pages de gauche ne sont pas complétés par un exemple d'activité didactique. Dans le programme, une page de gauche se présente ainsi. Vous avez en haut le titre qui représente le domaine, la discipline, ici psychomotricité. Ensuite, au niveau 1 du titre, vous avez le champ, ici construire les habiletés perceptivo-motrices. Ensuite, les rubriques, au niveau 2 de titre, et les sous-rubriques quand il y en a. Vous avez ensuite les savoirs et les savoir-faire qui sont inscrits, et à côté des savoirs et des savoir-faire, vous avez des repères qui sont indiqués. Pour toutes les pages de gauche qui concernent la discipline et les autres disciplines également, c'est toujours cette même organisation. Pour la page de droite, vous avez également un espace qui reprend le champ ou la rubrique, le savoir ou le savoir-faire qui va être illustré sur cette page de droite. Vous avez un ou deux cadres qui reprennent les balises et le sens, en quelque sorte, qui redéfinit ce que l'on entend par ce savoir et ce savoir-faire et ce que l'on juge important de savoir. Ensuite, vous avez un espace avec des pistes d'apprentissage, un espace avec des éléments méthodologiques, un espace qui reprend des exemples de structuration et un espace qui explicite les prolongements que l'on pourra faire de cette activité en P1 et P2. On va faire un petit arrêt pour se demander ce que c'est qu'une structuration en psychomotricité. Alors, on peut dire que dans le cadre de ce programme, il s'agit des situations qui permettent à l'élève de prendre du recul par rapport au vécu de la séance. Ce sera par exemple un moment où on commente les situations après l'action ou sur base de photos, de films ou de dessins. Ce sera une représentation par le dessin, des constructions, des maquettes. Ce sera un moment où on va demander aux enfants d'expliquer le déroulement de la séquence. Ce sera un moment où on va résumer, illustrer les réalisations en lien avec un savoir ou un savoir-faire, une mise en commun. Ce seront aussi par exemple des dessins réalisés en fin de séance ou lors du retour en classe et que l'on rangera dans un classeur spécifique. Ce seront aussi des illustrations, des photos que les élèves commenteront et qui auront un lien avec les savoirs ou savoir-faire vus pendant la séance. Ce sera une affiche avec des pictogrammes, des savoirs construits pendant la séance, ou aussi, par exemple, des maquettes réalisées avec du matériel de psychomotricité en modèle réduit, ou des duplos, des Lego, des Kapla, ou du matériel fabriqué avec du carton. Beaucoup de possibilités pour prendre du recul par rapport à ces activités vécues en salle de psychomotricité. Reprenons maintenant, si vous le voulez bien, le programme de psychomotricité à la première page. La table des matières en page 166 vous aidera à planifier vos séquences et à préparer vos séances. Combien de champs voyez-vous? 4. Remarquez la différence d'importance entre les différents champs. Le premier champ est très vaste, les trois suivants le sont un peu moins.
Regardons ensemble. Vous voyez les 4 champs, ensuite les rubriques, niveau 2 de titre, et puis les sous-rubriques, niveau 3, qui n'existent que pour le premier champ. L'introduction synthétise les intentions et l'organisation du programme. Les objectifs des 4 champs de la discipline psychomotricité y sont explicités. En bref, on peut dire que le premier champ vise à développer par les activités motrices la capacité à agir et explorer le monde. Le second champ vise à développer par les activités motrices la capacité à se conformer aux limites pour vivre en société. Le troisième champ vise à développer par les activités motrices la capacité à se protéger et mieux se connaître. Et le quatrième champ vise enfin à développer par les activités motrices l'autonomie motrice, cognitive, sociale et affective. Donc ça, c'est très important de s'en imprégner. Ensuite, on arrive à la page méthodologie. Et dans cette page, on aborde 3 questions essentielles. Ces 3 questions sont les suivantes. Comment l'enfant apprend-il un mouvement fondamental, courir, grimper, sauter, pivoter, s'accroupir, se lever, ou un geste complexe, donc une praxie qui associe plusieurs mouvements fondamentaux, comme rouler à vélo par exemple, ou graffier. Comment observer si un enfant a appris un nouveau geste et comment faciliter la mise en mémoire des habiletés apprises. Vous allez retrouver les principes que vous connaissez. En voici quelques-uns. Les activités en psychomotricité sont soit suggérées, suscitées, libres ou dirigées. Les situations sont variées, multiples et répétées, toujours dans un contexte de plaisir. L'accompagnement est différencié en fonction du niveau des enfants et de leurs besoins. On observe les progrès par la fluidité du geste, l'automatisation, l'économie du geste, la posture stable et les déséquilibres anticipés. Un geste appris, automatisé et mémorisé et ne s'oubliera pas. Remarquez l'importance accordée à la verbalisation et au langage dans ce programme. Toute situation vécue devient l'occasion de générer des apprentissages langagiers, par les consignes et la dictée du geste qui accompagne ou pas la démonstration, par les commentaires apportés par l'élève ou l'enseignant à une réalisation pendant ou après la séance, par la prise de conscience et la verbalisation des stratégies utilisées, des difficultés rencontrées, des activités appréciées, des activités dont on est fier, que l'on souhaite partager, etc. Les compétences, elles sont placées ici en début de discipline, contrairement à ce qui est choisi dans le référentiel. Alors, elles sont identiques à celles de ce référentiel, quelques repères y sont ajoutés. On peut dire que ce sont des compétences d'intégration car elles mobilisent et articulent des savoirs et savoir-faire issus de plusieurs champs, rubriques ou sur-rubriques. Les compétences sont au nombre de 4. Enchaîner des mouvements et des gestes dans la réalisation d'une activité de psychomotricité, adopter un comportement adéquat lors d'une activité de psychomotricité, coordonner des gestes de plus en plus précis, verbaliser en utilisant les termes adéquats, un enchaînement de 2 mouvements et gestes, un mouvement réalisé sous la dictée de l'adulte. Une activité de mise en lien est déployée pour la compétence 1, qui s'énonce comme ceci: enchaîner des mouvements et des gestes dans la réalisation d'une activité de psychomotricité. Ici, nous avons décidé de vous présenter une activité sur engin à roulette. C'est assez courant dans les classes de maternelle. C'est en page 172 et 173 de votre programme. On y précise les rubriques ou sur-rubriques issues des différents champs qui pourraient être mobilisés dans cette activité. Par exemple, ici, construire pour et par l'action des aptitudes perceptives. Un descriptif de la situation de départ, des prolongements pour d'autres séances afin de complexifier les situations proposées et de faire évoluer les situations, un tableau reprenant les difficultés qui peuvent apparaître et bien évidemment les solutions qui sont proposées par rapport à ces difficultés. Et enfin, les obstacles à l'apprentissage qui sont liés à d'autres domaines, par exemple la sphère émotionnelle, la précarité, et les solutions possibles. Voici comment ça se présente. Donc vous voyez au départ les mobilisations possibles,
la mise en place de la situation de départ, l'analyse des démarches éventuelles des élèves et l'intervention de l'enseignant, avec des propositions de pistes et des renvois au savoir et savoir-faire correspondants. On envisage également dans cette fiche les obstacles à l'apprentissage qui ne seraient pas liés à la compétence et qui envisage aussi une réflexion sur les inégalités. Alors ici, dans le cadre de notre activité avec engin à roulettes, on aurait par exemple un élève qui ne possède pas de vélo ou d'engin à roulettes à la maison et qui ne peut pas expérimenter ça à la maison, alors que d'autres ont expérimenté ça beaucoup avec leurs parents. Ou bien simplement l'engin roulant qui n'est pas adapté au niveau de développement de l'élève, la selle est trop haute ou le défi d'équilibre est trop important. La présentation de cette activité est très complète. On peut dire que c'est un exemple dont vous pouvez vous inspirer pour votre pratique. Alors pour cibler la même compétence avec une activité motrice, par exemple, vous pourrez envisager le domaine de la natation, une activité en pleine nature, une activité dans la neige, un parcours d'orientation, une activité en cirque, etc. Vous pourrez aussi vous inspirer de cette fiche pour les autres compétences et ces fiches pourront constituer à terme un répertoire à réutiliser. Quelques conseils pour travailler sur ces compétences. On peut les travailler comme dans un mini ou un grand projet. Par exemple, pour la préparation d'un spectacle de cirque, un grand circuit de psychomotricité, une petite olympiade, un tour du monde, un jeu d'orientation dans la cour de récréation, la création d'une danse pour la fancifère, ce serait une bonne occasion, un mini tournoi de jeux collectifs simples. Dans une démarche inductive, on pourra commencer par une activité globale, un circuit ou un jeu complexe, qui cible la compétence et les différentes rubriques, savoir et savoir-faire qui sont liés. Ensuite, travailler de manière isolée les différents savoirs et savoir-faire et revenir enfin à une activité plus globale intégrant à nouveau les savoirs et savoir-faire plus isolés. Dans une démarche plus déductive, on pourra présenter les différents savoirs et savoir-faire de manière plus ciblée et isolée, sauter, grimper, lancer, peindre, dessiner, les intégrer dans un mini-projet, ensuite, qui sollicite le transfert de tous les apprentissages vécus de manière isolée pour réaliser une tâche plus complexe. Passons maintenant au premier champ, construire les habiletés perceptivo-motrices. On se souvient dans l'introduction pour agir et explorer le monde. 3 rubriques recouvrent l'ensemble de ce champ. Construire les habiletés motrices globales, les gestes et les postures, construire les habiletés manuelles et graphiques, psychomotricité fine, construire les habiletés expressives. Il n'y a pas de changement par rapport aux autres programmes, c'est ce que vous avez toujours fait. Dans le PIASC, on avait vivre un corps qui soit disponible pour remplir les grandes fonctions de la motricité. Dans le décret 2003, c'était l'axe perceptivo-moteur et une partie de l'axe de préparation aux apprentissages scolaires, pour ceux qui connaissent. Et dans les socles de compétences, c'était ce qu'ils appelaient les habiletés gestuelles et motrices. Les habiletés perceptivo-motrices représentent un axe essentiel du développement de l'enfant entre 2 et 6 ans parce que c'est la période critique où se construisent ces habiletés. Et donc il est important de pouvoir solliciter la motricité globale et la motricité fine en école maternelle. C'est dans ce champ que vous observez par l'action les difficultés des élèves en ciblant les savoirs et les savoir-faire. C'est ce qui permettra de détecter d'éventuels troubles ou des retards afin d'intervenir au plus vite. On observera par exemple les capacités sensorielles et les capacités de traiter l'information, donc la perception, la coordination et l'enchaînement des gestes, les praxies, la motricité graphique, l'équilibre et le contrôle postural, les capacités d'inhibition motrice liées parfois à la concentration. Et c'est très important parce que cela va conditionner l'intégration à la culture scolaire et on est en début de cursus maintenant. La première rubrique qui concerne le développement des habiletés perceptivo-motrices est très vaste. Il concerne les habiletés globales, les gestes et les postures en général, même celles qui impliquent la motricité manuelle de manière globale, notamment pour lancer, rattraper.
Alors, cette rubrique est organisée en plusieurs sous-rubriques, ce qui permet d'aborder les différents aspects et de préciser pour chacun de ces aspects des savoirs et des savoir-faire plus précis. On y revient tout de suite. Voici cette première rubrique et les sous-rubriques. Effectuer, enchaîner les grands mouvements fondamentaux, coordonner des mouvements avec des objets, enchaîner et coordonner des stratégies d'équilibre, s'initier à l'inhibition d'une action motrice, construire par et pour l'action des aptitudes perceptives, organiser ses actions en fonction des informations du corps, organiser ses actions en fonction des informations de l'espace, organiser ses actions en fonction des informations du temps. Avec ça, on aura travaillé sur les savoirs et savoir-faire, surtout qui vont permettre à l'enfant de développer ses habiletés motrices globales, ses gestes et ses postures. On va de temps en temps donc axer notre travail sur des éléments qui sont plus liés à l'inhibition, plus liés à la perception, aux aptitudes perceptives, plus liés à ce qu'on appelle le schéma corporel, la perception de l'espace ou la perception du temps, en lien bien entendu avec la motricité. Première sous-rubrique, effectuer et enchaîner les mouvements fondamentaux, ce qui suppose en savoir de connaître les termes liés à la motricité et le vocabulaire spécifique au matériel utilisé, et en savoir-faire d'effectuer les grands mouvements fondamentaux. Deuxième sous-rubrique, coordonner les mouvements avec des objets, ce qui veut dire que l'enfant va devoir développer des savoirs en connaissant les termes liés à la coordination, vocabulaire spécifique au matériel utilisé, de nouveau, en savoir-faire, coordonner des mouvements avec des objets, tout simplement. Donc, c'est lancer des ballons, rattraper des balles de jonglerie, utiliser des raquettes, etc. Troisième rubrique, enchaîner et coordonner des stratégies d'équilibre. Ça va se traduire en savoir par la connaissance des termes liés à la notion d'équilibre et le vocabulaire spécifique au matériel utilisé, toujours, dans ces exercices spécifiques. Savoir-faire, effectuer des mouvements et des gestes liés à l'équilibre. La quatrième sous-rubrique s'intéresse à initier les élèves à l'inhibition d'une action motrice. Ça va se traduire par le développement de savoir, les termes liés à l'inhibition, notamment freiner, arrêter, et en savoir-faire, c'est initier les élèves à l'inhibition dans les grands mouvements fondamentaux et les gestes. Donc ça va être freiner un mouvement, ajuster un geste pour lancer une balle dans une cible, pouvoir s'immobiliser ou s'équilibrer. C'est aussi la capacité d'inhibition qui va permettre d'ajuster le tonus pour atteindre le but de l'activité que l'on avait programmée. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour que les habiletés se développent. On va donc travailler quand même pas mal sur cet aspect, tout en ne favorisant pas exclusivement les activités, par exemple, qui sont uniquement dans le contrôle. La cinquième rubrique s'occupe de construire pour et par l'action les aptitudes perceptives. Ça va se traduire en termes de savoir par la connaissance des termes liés à la perception sensorimotrice, donc écouter, sentir, toucher, regarder. Et en termes de savoir-faire, ça va se traduire par la capacité d'interpréter les stimulus, principalement pour agir efficacement. Donc, interpréter les stimulus, qu'ils soient auditifs, visuels ou proprioceptifs, pour être actif de manière efficace. Et donc, pour ajuster son mouvement. La sixième sous-rubrique de ce vaste champ vise à organiser ses actions en fonction des informations du corps. Alors, ça va se traduire par la connaissance des termes liés au schéma corporel, ce qu'on appelle schéma corporel, mais c'est-à-dire la représentation consciente du corps, donc les différentes parties du corps et son orientation, le haut, le bas, derrière, et
quelques connaissances au niveau du savoir dans le domaine de la latéralité. En termes de savoir-faire, ça va viser l'utilisation du corps pour orienter les actions motrices vers l'avant, l'arrière, pour, par exemple, s'initier à repérer sa dominance latérale. La deuxième rubrique vise à organiser les actions en fonction des informations de l'espace. En termes de savoir, ça va être de connaître les différents termes liés à l'espace et au mouvement dans l'espace, près, loin, devant, derrière. Et en termes de savoir-faire, ça va viser le fait de pouvoir agir en modifiant les distances, approcher, éloigner, en s'adaptant aux directions et aux orientations, et agir en s'adaptant aux caractéristiques des surfaces, des formes et des volumes, arrondis, hauts, bas, etc. Remarquez ici que l'objectif, il est moteur, il n'est pas mathématique. Donc si on développe des savoirs et des savoir-faire par rapport à la perception des caractéristiques, des formes, des volumes, des surfaces, des grandeurs, etc., l'objectif n'est pas de faire des mathématiques, mais bien du mouvement. Et enfin, dans la 8e sous-rubrique, on va viser à ce que les élèves organisent au mieux leurs actions en fonction des informations du temps. Et donc, en termes de savoir, ils vont connaître progressivement les termes liés au temps, donc avant, après, rapide, lent. Et en termes de savoir-faire, ils vont être capables d'effectuer, d'enchaîner correctement des mouvements et des gestes dictés par l'adulte, et se déplacer selon un rythme donné. Ce sera par exemple pour réaliser des actions dans un temps limité, respecter une succession d'étapes, marcher sur la pulsation dans une ronde. La deuxième rubrique s'intéresse plus précisément à la psychomotricité fine. Les gestes précis et le geste graphique sont abordés sous deux sous-rubriques. Planifier et coordonner des gestes de plus en plus précis, initier et exercer des gestes graphiques. Le ou la titulaire et le ou la puéricultrice sont en grande partie sollicités pour les savoirs et savoir-faire liés à cette rubrique. Il est important de souligner que l'aspect moteur de l'écriture n'est abordé qu'ici, donc ce n'est pas dans la partie français que c'est abordé. C'est l'ancien DM4.1 du PIASC, où on avait poussé, tiré, manipulé des objets en fonction de leurs caractéristiques, et c'est ici que l'on aborde les actions usuelles nécessaires à l'habillage, les gestes précis, versés, transvasés, dont dépend bien entendu l'autonomie. Vous trouverez dans cette sous-rubrique des éléments qui proviennent du domaine de FMT, formation manuelle et technique. C'est représenté en orange. C'est un choix du CEGEC de regrouper ces deux domaines. La première sous-rubrique vise à développer chez les élèves la capacité de planifier des gestes de plus en plus précis. En termes de savoir, ça va se traduire par la capacité de connaître le nom et de pouvoir définir les gestes et les postures en psychomotricité fine, donc presser, empiler, clouer, découper, boutonner, et le nom du matériel, des outils de la vie de la classe. Également les règles de sécurité. C'est dans cette rubrique que le processus de latéralisation va avoir une place. On va donc viser à ce que les enfants développent une coordination adéquate de leurs deux côtés par rapport à une action manuelle, en utilisant le côté préférentiel ou le côté dominant de manière adéquate, c'est-à-dire la plupart du temps pour effectuer l'action la plus complexe lorsque les deux mains travaillent ensemble, ou pour utiliser la main dominante pour effectuer l'action lorsqu'une seule main travaille. En plus de cette organisation de la latéralité, on va envisager chez les élèves les capacités d'exécuter des gestes de psychomotricité en situation vécue, c'est-à-dire en situation fonctionnelle, de tenir le matériel et les outils de la classe de manière adéquate, d'être performant pour la manipulation des objets dans les jeux de construction, pour être performant dans les utilisations des outils ou des objets techniques. Donc c'est ici qu'on va vraiment travailler sur la motricité manuelle. La deuxième sous-rubrique de cette rubrique-ci, consacrée à la psychomotricité fine, va viser la capacité des élèves à
exercer des gestes graphiques. Là, on est vraiment dans le développement du graphisme de manière plus précise. En termes de savoir, ça va se traduire par la capacité des élèves à pouvoir mettre des mots sur des gestes et des postures en psychomotricité fine. Donc, par exemple, pouvoir tracer, pouvoir peindre, pouvoir dessiner, et le nom du matériel et des outils scripteurs, le pinceau, la craie, le marqueur. En termes de savoir-faire, on va viser chez les élèves la capacité d'exercer des gestes graphiques pour améliorer d'une part l'élan et la fluidité, s'initier aux gestes graphiques, par exemple tracer des formes sur un support avec un outil pour laisser une trace, graphier, etc. La troisième rubrique de ce champ vise à construire des habiletés expressives. Il faut savoir que la dimension artistique et esthétique de la motricité expressive est développée dans le domaine éducation culturelle et artistique. On aborde ici principalement l'aspect de la communication non verbale. En termes de savoir-faire, on va avoir communiqué par son corps des messages non verbaux, interpréter des gestes, des postures, des mimiques. Ce seront les rondes, des chants dansés, jeux de mime, de communication non verbale. On laisse donc l'aspect artistique et esthétique davantage au domaine de l'éducation culturelle et artistique. Une collaboration entre le ou la maître ou maîtresse en psychomotricité et le ou la titulaire est envisageable sur cet aspect, notamment pour cibler les compétences en éducation culturelle et artistique. Par exemple, si on envisage un petit spectacle de cirque, on pourrait par exemple cibler la compétence 1 et mobiliser donc des savoirs et savoir-faire d'autres disciplines, notamment en éducation culturelle et artistique et en français. Nous arrivons ainsi au deuxième champ, dont l'objectif principal est de développer les habiletés sociomotrices et la citoyenneté. En d'autres termes, on va veiller à ce que les élèves développent par les activités motrices la capacité de se conformer aux limites pour vivre en société. Ce champ se compose de deux rubriques: respecter les règles et les limites pour vivre ensemble, adopter un comportement social adéquat. Il est présent dans les autres programmes, dans le référentiel sous le terme d'habileté sociomotrice et citoyenneté, dans le socle des compétences coopération sociomotrice, dans le PIASC DM6 s'adapter adéquatement à l'environnement physique et humain, et dans le décret 2003 dans l'axe relationnel. Pour la première rubrique, respecter les règles et les limites pour vivre ensemble, on a comme savoir des règles des jeux fréquemment rencontrés, des règles de fonctionnement dans l'espace prévu pour la psychomotricité, ça nous parle à tous. En termes de savoir-faire, respecter dans l'intérêt du groupe et de chacun des règles de fonctionnement dans l'espace prévu pour la psychomotricité, de jeux collaboratifs ou coopératifs fréquemment rencontrés. Ce sont les jeux collectifs simples, les jeux de balles, les jeux de course, les jeux de chat, les jeux chacun son tour, les jeux en duo, les jeux coopératifs, beaucoup de possibilités. Deuxième rubrique, adapter un comportement social adéquat qui se traduira par un savoir-faire, reconnaître son appartenance à un groupe, identifier les rôles pour instaurer des collaborations, par exemple coopérer, respecter l'autre, apporter de l'aide, participer. Le troisième champ se préoccupe de la question de gérer sa santé et la sécurité. Ce champ a pour objectif de se protéger et de mieux se connaître. On le retrouve dans le référentiel gestion de la santé et de la sécurité, dans le PIASC, se protéger, être activement responsable de sa sécurité physique et de son bien-être, dans le décret axe relationnel relation à soi. Première rubrique, respecter les règles pour se protéger et se préserver. Remarquez que les règles sont orientées ici vers la sécurité et non pas le respect de l'autre. En termes de savoir, ça va se traduire par la capacité de connaître les règles de sécurité de base quand on est à l'extérieur, quand on est en cours de récréation, quand il y a de la neige, quand on utilise des vélos. En termes de savoir-faire, ça va être de respecter les règles de fonctionnement dans l'espace occupé par la psychomotricité, respecter les règles de fonctionnement dans l'espace occupé, quel que soit l'espace occupé,
repérer les dangers potentiels inhérents à l'utilisation du matériel et des outils de la classe. Et ça, encore une fois, ça va vraiment nous parler parce que c'est tout ce que les instituteurs et les puéricultrices visent quand ils travaillent avec les enfants sur l'utilisation des ciseaux, des couteaux et de tout ce qui peut créer des dangers dans la classe. Il y a des liens ici avec la formation manuelle et technique, notamment par rapport à l'utilisation des outils, et ça nous semble bien normal. Deuxième rubrique de ce troisième champ, exprimer ses émotions et agir en fonction de ses besoins. En termes de savoir, cette rubrique va permettre aux enfants de développer la connaissance de l'expression de la joie, de la tristesse, de la colère et de la peur, et d'identifier, leur permettre d'apprendre à identifier ces différentes émotions. En termes de savoir-faire, ça va se traduire par la capacité de formuler des demandes explicites en fonction du ressenti et en fonction des besoins que l'on aura identifiés, bien entendu. Il va donc falloir exprimer les besoins physiologiques selon la situation vécue. Donc, en fonction de la situation vécue, les enfants auront besoin de se reposer, d'arrêter par exemple, d'un peu plus de calme, de passer aux toilettes, auront besoin d'un réconfort et apprendre progressivement à satisfaire en autonomie ce besoin physiologique. Progressivement, vous avez déjà remarqué que les enfants, au bout des 3 années de maternelle, peuvent eux-mêmes se rendre aux toilettes, eux-mêmes demander un mouchoir pour se moucher, etc. Nous en arrivons enfin au quatrième champ de ce programme qui vise à développer des savoirs, des savoir-faire qui contribuent à l'autonomie motrice, affective, sociale, intellectuelle et cognitive à partir et dans la psychomotricité. Ce champ inscrit la psychomotricité de manière explicite pour le CEGEC dans la construction des différentes sphères de l'autonomie. Il démontre toute l'importance de la motricité pour le développement global de l'élève de maternelle. Il envisage donc les ponts entre les savoirs et savoir-faire visés en psychomotricité et les différentes sphères de l'autonomie. On retrouve cette dimension interdisciplinaire dans les programmes précédents lorsqu'ils envisageaient l'orientation fonctionnelle surtout, implication dans le milieu et les objectifs transversaux. Dans le décret 2003, cette dimension interdisciplinaire était explicite et essentielle dans l'axe relationnel et dans l'axe de préparation aux apprentissages scolaires. La première rubrique de ce champ orienté vers le développement des différentes autonomies vise à construire les habiletés perceptives motrices et soutenir l'autonomie, donc pour soutenir l'autonomie motrice. En savoir-faire, cela va se traduire par la capacité chez les élèves d'utiliser les habiletés motrices dans des situations de la vie quotidienne. Alors là, le programme de psychomotricité envisage donc l'enseignement des habiletés utiles et entre autres les activités de vie pratique. La deuxième rubrique de ce champ orienté vers le développement de l'autonomie se préoccupe de l'autonomie affective. En termes de savoir-faire, on va donc viser la capacité chez les élèves de se connaître, de s'accepter, de développer une estime de soi en psychomotricité et à se mettre en jeu dans l'action motrice. Certaines activités proposées en psychomotricité relationnelle trouvent leur place ici, tout comme les jeux individuels qui permettent de relever des défis. Ça développera le sentiment de compétence, des jeux d'audace, des jeux d'imitation, de compétition et de coopération. La troisième rubrique de ce champ orienté vers le développement de l'autonomie vise le développement de l'autonomie sociale. Alors, en termes de savoir-faire, on va apprendre aux enfants en psychomotricité à accepter, respecter, vivre des règles pour pouvoir davantage, bien entendu, transférer ces compétences dans la vie de tous les jours. Ce sera par exemple le fait de pouvoir jouer chacun son tour, féliciter celui qui gagne un petit concours, apporter de l'aide à celui qui en a besoin et aussi s'affronter avec fair-play, tout en visant le transfert de ses acquis dans des situations de vie. Le quatrième volet de ce champ orienté vers le développement de l'autonomie
s'intéresse au lien entre la psychomotricité et l'autonomie cognitive. C'est ce qui était particulièrement pris en compte dans le volet préparation aux apprentissages scolaires dans le décret de 2003. On vise deux savoir-faire. Le premier, c'est de mobiliser et de s'approprier des stratégies d'attention, d'inhibition, de mise en mémoire, de perception, de planification en psychomotricité. Il s'agit bien ici de travailler sur les fonctions exécutives en psychomotricité. Le second savoir-faire vise à mobiliser et s'approprier des savoirs et savoir-faire relatifs aux autres champs disciplinaires, et ce, en psychomotricité. Cela signifie que l'enseignant propose des situations qui développent chez l'élève des savoir-faire mathématiques, langagiers, scientifiques, artistiques, philosophiques. Les différentes situations orientées vers la perception du corps, de l'espace, du temps, de la matière y trouvent donc toute leur place. Un glossaire précise l'interprétation que fait le programme des différentes notions. On peut en effet avoir des définitions sensiblement différentes de certains termes, comme le terme schéma corporel, latéralité, coordination, et cela pourrait amener à des confusions. Les concepts définis dans le glossaire sont en gras ou avec une astérisque dans le texte. Le programme propose enfin une bibliographie ciblée sur des ouvrages assez récents, à part celui de Madame Stas, qui est encore utilisé, c'est pour ça que nous l'y avons inséré. En résumé, nous avons passé en revue les compétences et les 4 champs de la discipline psychomotricité, après nous être penchés quelques minutes sur l'introduction et sur la méthodologie. Nous avons vu que chaque champ est organisé en rubriques permettant de mieux cibler les savoirs et savoir-faire. Pour certaines rubriques, il y a des sous-rubriques. Alors, les savoir-faire sont toujours présentés sur les pages de gauche. Des repères sont proposés pour chaque niveau de maternelle et pour chaque savoir ou savoir-faire. Certains savoirs ou savoir-faire sont illustrés par une piste didactique présentée sur la page de droite. Nous vous proposons maintenant des pistes pour aller plus loin en autonomie, notamment le livre de Madame Bouchard et de son équipe qui traite du développement global de l'enfant de 0 à 6 ans en contexte éducatif. Il est intéressant parce que c'est une vision générale du développement dont le domaine de la motricité fait partie. Et donc, il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'explications et beaucoup de références intéressantes par rapport au développement, et c'est très actuel. Il y a également le livre que moi-même j'ai rédigé, dont je suis l'auteur, Psychomotricité, soutenir, prévenir, compenser, et qui reprend l'ensemble des éléments théoriques, méthodologiques et didactiques avec beaucoup de pistes d'activité, uniquement alors dans le domaine de la psychomotricité. Il y a également des outils qui vont progressivement s'enrichir sur le site de la salle des profs. Je vous remercie et je vous souhaite une belle découverte de cet outil avec vos élèves.